passer d'énergie fossile russe, c'est un immense défi pour les Européens. D'abord parce que même si la transition énergétique elle est lancée en Europe, les progrès sont en fait encore assez lents et donc les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, c'est encore 70% de la demande d'énergie primaire en Europe. Or, ces énergies fossiles, on les produit très modérément sur le sol européen, c'est très marginal, la production domestique, et donc on est largement dépendant des importations. Et la Russie est de loin le premier fournisseur à destination de l'Europe. En fait, en 2020, c'était 36% du pétrole, 41% du gaz et 19% du charbon consommés au sein de l'Union européenne qui provenaient de Russie. Donc nécessairement, si on met un terme à ces importations, on bouleverse complètement l'équation énergétique européenne. Alors avec un degré de difficulté qui est différent selon les énergies. Par exemple, pour le charbon, la substitution est relativement facile parce qu'on a encore des pays producteurs en Europe, par exemple l'Allemagne, la Pologne, qui peuvent augmenter leur niveau de production. On peut importer davantage parce qu'il y a des capacités disponibles et que le charbon se transporte par voie maritime. Ensuite, si on évoque la question du pétrole, on franchit un niveau de difficulté supplémentaire. D'abord parce que l'Europe produit très faiblement sur son territoire, c'est à peine 2% de la consommation de l'Union européenne. Ensuite, on peut bien évidemment se tourner vers le marché mondial, importer davantage par exemple du Moyen-Orient, mais cela suppose que les grands pays producteurs acceptent d'augmenter leur volume de production. Et puis enfin, on a des difficultés logistiques, notamment pour l'approvisionnement de certaines raffineries qui jusque-là étaient alimentées par oléoducs et qui ne traitaient que du pétrole russe. Et puis enfin, on a en suspens cette question du gaz, qui est la plus difficile à traiter d'un point de vue pratique, parce que les molécules de gaz sont transportées par des infrastructures qui, elles, sont très rigides, donc les réseaux de gazoducs. Et ces réseaux, on ne peut pas les reconfigurer totalement à brève échéance. Donc on est enfermé par ces infrastructures. On peut importer davantage de gaz naturel liquéfié, mais dans des proportions qui vont être limitées. Et ce que cela veut dire, c'est que si on veut se passer de gaz russe, il faut aussi nécessairement faire baisser le niveau de la demande de gaz en Europe, la demande de gaz tout court, et donc envisager un redémarrage des centrales charbon, avancer autant que possible avec les projets d'énergie renouvelable et puis modérer nos niveaux de consommation, par exemple en jouant sur les températures de chauffage. Et enfin, en dernier ressort, pour se passer de gaz russe, il faut envisager un rationnement des consommations, notamment dans le secteur industriel, pour arriver à préserver les consommations des besoins essentiels et couvrir ces activités critiques pour le fonctionnement de l'économie européenne. Donc c'est extrêmement difficile, extrêmement ambitieux de se passer de gaz, de pétrole et de charbon russe à brève échéance. Ça suppose des sacrifices qu'on ne peut pas sous-estimer, mais qu'on peut en même temps limiter, d'abord en se préparant activement, en modérant la demande, réduisant les consommations autant que possible, et puis en coordonnant nos réponses à l'échelle européenne pour plus d'efficacité. Alors les États-Unis, à la différence de l'Europe, les États-Unis sont vraiment une superpuissance énergétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont le premier producteur mondial de pétrole et de gaz. Donc ils ont un vaste potentiel, mais finalement la relation énergétique et surtout la relation gazière avec l'Europe, elle était limitée parce que d'abord les États-Unis ont des capacités d'exportation qui sont jusque-là restées assez modérées. En fait, l'essentiel de leur production de gaz, elle est consommée à l'échelle domestique. Et puis lorsqu'ils exportent, donc sous forme de gaz naturel liquéfié, ils vendent leur gaz au plus offrant. Or, jusque-là, l'Europe avait accès à du gaz abondant, abordable, notamment le gaz russe, et donc avait des besoins relativement limités. Et le gaz américain, le GNL américain, allait davantage vers les marchés asiatiques qui, eux, avaient davantage de demandes. Aujourd'hui, la donne a complètement changé parce que sur les marchés européens, on atteint des niveaux de prix qui sont records. Donc, le continent européen arrive à attirer davantage de cargos GNL sur son sol. Et en fait, ce que l'on observe, c'est beaucoup d'arbitrages de court terme qui permettent à l'Europe de combler ses besoins. Ensuite, la question qui se pose, c'est comment est-ce que l'on peut stabiliser cette relation, donc dégager de nouveaux volumes qui, de façon stable, viendraient alimenter l'Europe.
Et pour cela, ça veut dire signer de nouveaux contrats d'approvisionnement long terme, donc entre des acheteurs européens et des producteurs américains, pour que les producteurs américains déclenchent des investissements dans des infrastructures d'exportation. Donc c'est en discussion. Évidemment, c'est très coûteux, plus coûteux que le gaz russe que l'on a connu jusque-là. Il y a des questions qui se posent sur les exigences contractuelles, notamment la durée des contrats, qui peut paraître comme incompatible avec la trajectoire de décarbonation de l'Europe. Et puis enfin, on peut aussi avoir des réticences côté américain à trop développer les exportations parce qu'il y a un risque que cela tire les prix à la hausse sur leur territoire et donc que ça affecte aussi à terme leur compétitivité. Donc cette relation gazière, on voit qu'elle se renforce, elle va continuer à se renforcer et elle a un appui diplomatique très fort. Mais il est très clair que les États-Unis ne vont pas remplacer complètement la Russie dans l'approvisionnement gazier de l'Union européenne. Alors, la guerre d'Ukraine, c'est un choc énergétique pour l'Union européenne. Et ce qui va compter, c'est la façon dont on gère ce choc. L'impact sur le climat, l'environnement va dépendre finalement des réponses que l'on apporte à cette crise. On peut envisager différents scénarios. Il y aurait un scénario noir pour le climat et l'environnement qui verrait en fait les gouvernements se centrer sur la recherche de substituts fossiles au gaz russe. Donc on relancerait de façon pérenne le charbon, on surinvestirait peut-être dans les infrastructures gazières et donc on verrouillerait un avenir hautement carboné. Et puis on chercherait aussi à protéger coûte que coûte les consommateurs face à l'envolée des prix de l'énergie au point où on n'aurait aucune incitation par le prix à modérer les consommations. Alors ça c'est un scénario, c'est une logique qui serait en fait assez court-termiste et assez hasardeuse pour les intérêts économiques de l'Europe parce que dans le même temps, les factures d'importation d'énergie fossile continueraient d'augmenter et donc on continuerait à plomber l'économie européenne. Donc on peut aussi envisager que les gouvernements cherchent face à cette crise des réponses qui soient plutôt de nature structurelle et qu'ils se disent que puisqu'il faut se passer d'énergie fossile russe plus vite que prévu, autant accélérer la mise en œuvre du pacte vert européen, accélérer sur la modération de la demande, sur la bascule vers des technologies bas carbone pour aller apporter une réponse à l'origine du problème qui est bien la dépendance aux importations d'énergie fossile en général. Et donc ce scénario, il peut être vertueux pour le climat. C'est l'idée qu'on va traverser cette crise en minimisant le recours aux alternatives polluantes, en modérant autant que possible la demande et dans le même temps, on préparerait l'avenir en stimulant les investissements verts et en construisant progressivement ce modèle énergétique qui, cette fois-ci, serait davantage fondé sur la sobriété. Donc il y a un chemin possible, mais tout dépend de la réponse des gouvernements et des sociétés européennes face à cette crise qui maintenant s'installe dans la durée.